Bienvenue dans le podcast Vérité pour un nouvel épisode avec Benoît Vochtenka, fondateur de Bonne Gueule. Je suis Ambeline Becker. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à s'aligner à leur prochain niveau de conscience et d'accomplissement pour élever leur entreprise au service de plus grands. Dans ce podcast, j'ai l'honneur de recevoir mes invités qui viennent nous parler de leur chemin d'entrepreneur comme un chemin initiatique d'éveil de conscience, de transformation et de contribution. Dans cet épisode, vous entendrez Benoît raconter comment il est passé d'un simple blog à une marque de vêtements qui dépasse 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a ouvert 9 boutiques en France et qui emploie 55 collaborateurs. Bonne Gueule, c'est déjà un tiers de sa vie, comme il le dit, à 35 ans. On parle aussi de l'entrepreneuriat comme un engagement et une mission spirituelle. Et il nous raconte à quel point l'année 2022 a été extrêmement complexe pour lui sur tous les plans, aussi bien professionnels que personnels, et comment il a surmonté tout ça. Un témoignage vraiment riche, passionnant, poignant et je pense extrêmement inspirant pour vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Benoît et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Ambline. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour créer cette conversation ensemble, en vérité, en toute authenticité. Et pour qu'on puisse déjà t'imaginer dans ton environnement, Oui. est-ce que tu aimerais nous décrire où est-ce que tu te trouves maintenant? Ah, c'est une très bonne question. Je suis dans nos nouveaux bureaux, donc dans le 2e arrondissement, rue Saint-Denis. On a aménagé mi-janvier pour avoir des. En fait, avant, on avait le pôle produit qui était et le reste du siège qui était dans 2 bureaux séparés pas de beaucoup, hein, c'était une rue, mais ça suffisait quand même à créer un manque de fluidité. Donc là, à l'automne dernier, on a décidé de rassembler le pôle produit et tout le reste du siège dans nos nouveaux bureaux. Avec un style. Avant, on était un peu on est toujours dans le 2e arrondissement. Avant, on était dans le côté un peu chic du 2e arrondissement, près de la place des Victoires, pour ceux qui connaissent. Ouais, Et là, on est sur j'adore. ouais, qui est charmante. Et là, on est rue Saint-Denis, en plein dans le Sentier, qui est un quartier qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus cosmopolite aussi. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé à Paris en 2012, quand on a pris nos bureaux, j'ai habité rue Saint-Denis aussi. Donc, c'est une rue que je connais très bien, qui est en pleine évolution. Aujourd'hui, le fait d'avoir tout le monde sur place au même endroit, c'est quand même beaucoup plus agréable. Le pôle produit a beaucoup plus d'espace pour travailler. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Donc, Donc, c'est le début de cette année dans l'union, dans la exactement, réunion. exactement. Tu pouvais pas mieux dire. Et donc là, je me trouve dans une des salles et à côté de moi, j'ai tous nos responsables boutiques qui sont en train de faire une journée de formation. Et derrière moi, j'ai Edouard qui travaille au pôle produit, que je crois qu'il est en train d'appeler un fournisseur qui fabrique des sacs à dos. D'accord. Donc, voilà, donc là, tu Je as. sais que ça, c'est un sujet qui Ah oui, oui, t'anime oui. beaucoup. En ce moment, ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Pour nos auditeurs, alors en plus de ce que je présente en introduction de notre conversation, est-ce que tu aimerais, avec tes mots, nous présenter rapidement Bonne Gueule et puis surtout toi, les grandes étapes de ton parcours? Tu sais, ici c'est un podcast avec des entrepreneurs pour des Oui, entrepreneurs, mais on ne parle pas d'entrepreneuriat. Donc, ce qui nous intéresse, c'est toi, en fait, en tant qu'être humain. Et pour mieux comprendre qui tu es aujourd'hui et à quel point tu es inspirant, on aimerait connaître les grandes étapes de ta vie jusqu'à maintenant. ok. Rapidement, Bonne Gueule. En fait, Bonne Gueule, aujourd'hui, on est une marque de vêtements, principalement pour hommes. Enfin, un tout petit peu de femmes, mais on est quand même principalement pour hommes. On est né de la base d'un blog en 2007 et on s'est transformé en marque de vêtements en 2014. Donc, ça commence à faire un petit moment où où je dirais qu'on est une marque de vêtements du quotidien. Enfin, des vêtements, je pense, faciles à porter tous les jours, mais avec un. Moi, j'adore les très beaux tissus, les belles matières, les belles textures, les tissus qui ont des histoires à raconter. Donc, beaucoup de tissus japonais, italiens notamment, des tissus français aussi. Et à côté de ça,
On a toujours créé beaucoup de contenu chez Bonne Gueule. C'est un peu notre marque de fabrique sur le vêtement au sens large. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est une marque de vêtements très, très, très éditorialisée, on va dire. Hmm. Euh, Tu vois, là, par exemple, on ne parle pas que de notre marque, d'ailleurs, hein. Par exemple, notre prochain format YouTube, on a interviewé un explorateur qui nous explique quel événement il emporte dans la jungle et pourquoi. C'est hyper intéressant. J'ai adoré cet Waouh. épisode-là. Hmm. Donc voilà, on aime bien parler du vêtement au sens large. Ouais, Voilà, et aujourd'hui, on a 9 boutiques en France. Euh, magnifique. voilà pour Bonne Gueule en très rapidement. Et, et alors, tu veux les grandes étapes de ma vie Ouais, depuis le début ou depuis Bonne Gueule? bah non, depuis le début. En gros, on va dire ce qui te semble important de nous dire. Ouais, ben, je suis né à Annecy, mais je suis resté 6 mois. Donc, j'ai pas Mhm. vraiment beaucoup de souvenirs de cette ville. Et après, ma mère est basque. Donc, on a grandi 7 ans, enfin, j'ai grandi 7 ans au Pays Basque. Je reste toujours beaucoup attaché Hmm. à cette Cette région. région. Ouais, Hmm. mes parents sont deux amoureux du Pays Basque. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils quittent pas, qu'ils quittent jamais vraiment cette région. Je pense que mes parents, dans leur vie, ils ont dû prendre peut-être, je sais pas, 5 fois l'avion, pas plus. Hmm. Donc, ouais, parce qu'ils aiment bien rester au Pays Basque, en fait. Ils aiment bien, ils sont très bien là. Bah, ils ont bien raison, hein. Attends. Voilà, donc c'est une région que je connais depuis quasiment ma naissance, à laquelle je reste hyper attaché. Euh, et puis ensuite, que dire d'autre? Oui, donc ensuite, j'ai mes parents, justement, mon père travaillait dans la recherche. Ma mère était aussi très attachée je pense, à ce qu'on est culturellement, à ce qu'on ait comment dire, elle a été bénévole dans une bibliothèque, il fut un temps, donc Mhm. elle nous ramenait souvent des livres à la maison. Et c'est vrai que j'ai toujours un accès facile à la culture, on va dire. Hmm. Et notamment avec aussi un père qui a travaillé dans la recherche, qui m'a beaucoup euh, transmis une certaine curiosité, un certain goût de l'explication, de la vulgarisation, un certain intérêt pour les sciences aussi, Mhm. indirectement. Donc je me suis un peu construit comme ça. Ok. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai une grande sœur qui est médecin à Bordeaux et une petite sœur à Paris Ouais. qui sont très très différentes. Donc je suis l'enfant du milieu, Mhm. au milieu de deux sœurs Mais le seul garçon, ouais. et le seul garçon, tout à fait. Ouais. Donc ensuite mes parents ont déménagé à Tours quand je suis arrivé au collège en troisième. Donc c'est vraiment une ville de cœur que j'apprécie beaucoup beaucoup, Mhm. avec une vraie douceur de vivre. Et puis c'est dans cette ville-là qu'on a créé Bonne Gueule, tu vois. Donc pour moi, elle a toujours une place particulière. Hmm. Donc j'ai fait une partie de mes études à Tours où j'ai vraiment beaucoup aimé cette période-là. C'est là aussi où j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux vêtements, puis à commencer à écrire. Donc Hmm. j'avais un Skyblog à l'époque, en 2000, je crois, Un quoi? Un skyblock? un Skyblog, ouais. Qu'est-ce que c'est? À l'époque, c'était la plus grosse plateforme de blog en France, en Ah, 2004. Je crois qu'à ah leur ouais, pic, c'était il y avait 20 millions de blogs, c'était gigantesque. d'accord. On se rend pas compte. Tous les jeunes avaient un Skyblog, quoi. C'était vraiment. Et moi, ça m'a beaucoup. Je me suis aperçu que j'aimais beaucoup, beaucoup écrire, beaucoup raconter plein de choses, beaucoup écrire sur l'événement aussi. Et donc, c'est naturellement qu'en 2007, voilà, il y a eu la création de Bonne Gueule avec un ami, avec Baptiste, que je salue, Mhm. qui conjuguait un peu mon goût de l'écriture et mon goût de l'explication et mon goût du vêtement. Donc à la base, Bonne Gueule était quand même un blog Ouais, ou ouais, ouais, c'est... on a, Ouais, on c'est a, ça, on hein. a Ouais, ouais. vraiment commencé comme un blog. Mm. Et à l'époque, je savais pas du tout, enfin, je m'imaginais pas du tout que ça allait devenir mon métier, quoi. Donc, c'était vraiment Mm. juste une vraie passion à partager et point final. Mm. Voilà, donc ensuite, j'ai fait mes Tu études. faisais quoi comme étude? Alors, j'ai eu un bac S, Ouais, et puis ensuite, j'ai basculé vers un DUT technique de commercialisation, ok. à la grande surprise de mes parents, parce que les deux parents étant fonctionnaires, ils ne s'attendaient pas vraiment à ce que leur fils fasse une formation commerciale, je pense. Mhm. Mais moi, j'ai vraiment aimé en vrai. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui garde un super souvenir de mon lycée, de mes études. Donc, ça a été vraiment une très chouette période pour moi. Je garde, ouais,
j'ai encore pas mal de copains de cette époque-là. Donc, c'est vraiment, ouais, je suis beaucoup de gratitude hein, pour avoir eu des études où j'ai vraiment aimé ce que je faisais. Hmm. Après, j'ai déménagé près de Paris pour y faire une école de commerce orientée télécom. Donc là, ça a été une chouette période aussi, où là, justement, le fait de me rapprocher de Paris, ça a été top pour Bonne Gueule parce que je pouvais aller être beaucoup plus souvent en boutique, voir plus souvent les marques, etc. Ouais, parce qu'en fait, en parallèle de tes études, Ouais, tu continuais bonne gueule, quoi. voilà, qui n'était pas du tout monétisé à l'époque, hein. C'était Mhm. vraiment la passion du vêtement, cette curiosité. Et en fait, en 2022, je me suis diagnostiqué comme étant Asperger. Mhm. Ce qui expliquait un peu comment dire, ma curiosité infinie sur le sujet. Mhm. C'est-à-dire que même 15 ans plus tard, je ne suis toujours pas lassé. Et je pense que c'est dû justement à ce côté un petit peu Asperger. Et donc, On va en après, reparler de ça, je pense. ouais, Mhm. avec plaisir. Après, Mhm. j'ai donc étudié une année à Montréal, à HEC Montréal, où là, c'était génial, hein. Le Mhm. Québec, Montréal, c'est... On en entend pas mal parler de HEC Montréal, hein, ça donne envie, hein. À refaire, tu vois. Ouais, 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 c'était une vie... c'était top parce que j'avais des cours sur un sujet qui me plaisait. Je faisais un DESS en affaires électroniques, comme ils disent. Donc, ça va parler de web marketing, de site web. Et moi, c'était des sujets qui me plaisaient vraiment énormément, de par Bonne Gueule. C'était en 2011-2012. J'avais une vingtaine d'heures de cours par semaine, des cours qui me plaisaient beaucoup. À côté de ça, je faisais Bonne Gueule. Et à côté de ça, avec Baptiste, qui était devenu mon coloc, on a profité à fond de Montréal, hein, qui avait beaucoup à offrir. C'est Mhm. une ville vraiment bouillonnante, avec beaucoup d'authenticité, une certaine douceur de vivre aussi. C'est C'était... peut-être ça aussi qui t'a donné, qui t'a permis de connaître tous les vêtements côté technique. Ouais, je pense aussi, parce qu'effectivement, l'hiver montréalais, il faisait quoi, -15, -20. Mhm. Et c'est là où, effectivement, je pense que j'ai pris vraiment goût aux vêtements qui protègent, Ouais. aux vêtements qui protègent de la météo, et que je me suis dit, bah, en fait, le froid, nous, on en fait tout un... Comment dire? On s'en alerte beaucoup, mais en fait, on peut apprécier l'hiver, on peut aimer passer des moments dehors. Il faut juste le bon équipement. Et je pense que cette idée de vêtements qui protègent face à une météo pour passer un bon moment, c'est une Mm. idée qui m'a jamais vraiment quitté depuis, qui m'a toujours beaucoup fasciné, quoi. Le vêtement pour les moments qui comptent, le vêtement pour être pour l'instant présent. Donc ça a été Ouais, ça m'a beaucoup marqué quand on s'est parlé la première fois d'ailleurs, ça, que tu dis ça. Et au-delà d'une marque de vêtements, Bonne Gueule, c'est ça, c'est des instants qui comptent en fait. exactement. Ah oui, et puis effectivement, j'ai pas dit, mais juste avant Montréal, et on m'avait posé un pacemaker Mm. en titane pour une maladie cardiaque héréditaire enfin, qui est pas enfin, j'allais dire qui est pas grave. Enfin, si on m'a posé un pacemaker, elle est un petit peu, mais Oui, un petit peu quand même. Mm. ouais, mais au quotidien, elle m'empêche absolument pas de vivre, de faire du sport, de faire des rencontres, de faire la fête, euh, de, 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 de voyager, de profiter. Donc c'est pas du tout un handicap. Mm. Donc voilà, c'est une très belle année à Montréal où là, juste un peu avant, j'avais rencontré Geoffrey, mon associé, et en juin 2012, je rentre en France parce que mes études sont finies. Et je rentre me poser à Paris, me mettre à plein temps sur Bonne Gueule. On prend des bureaux avec Geoffrey. Geoffrey était déjà à plein temps depuis novembre 2011, je crois. Il avait lâché son travail de consultant. Alors raconte-nous comment tu avais rencontré Geoffrey, parce qu'on a entendu parler de Baptiste. Ouais, ouais. Non, alors Baptiste, effectivement, c'est très simple parce qu'on avait créé Bonne Gueule tous les deux. Et au bout de 2 mois, en fait, il est rentré en classe préparatoire. Donc, il n'avait plus tout le temps pour Bonne Gueule. Donc, au Mhm. bout de 2 mois, il m'a refait entièrement le bébé. Le Donc, bébé, ouais. ouais, donc il n'est pas tellement intervenu dans l'histoire de Bonne Gueule, mais sans lui, il n'y aurait jamais eu Bonne Gueule aussi. Donc, Mm. c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de le citer, même Oui, il fait si, quand même partie de l'histoire de Bonne Gueule. Mm. exactement, c'est toujours un de mes meilleurs amis. J'étais témoin à son mariage. C'est une belle amitié qui se poursuit encore. Et Geoffroy, en fait, je l'ai rencontré sur Internet en 2010. C'était un blog qui s'appelait Parisien Gentleman, qui est un blog qui traite de l'art sartorial, comme on dit, donc des costumes, du soulier. Et je ne sais pas pourquoi, Hugo, qui est celui qui écrit ce blog, avait écrit un article en disant, regardez, il y a un nouveau blog qui vient d'apparaître qui s'appelle Toga Picta. Mhm. Donc je clique sur ce blog et je ne sais pas pourquoi, il y avait le CV de l'auteur de ce blog.
Là, je tombe sur le CV de Geoffrey et je m'aperçois qu'il a fait la même école que moi, mais à 2 promos d'écart. Mhm. Et j'ai dit: «Mais c'est incroyable ça», parce que des gens dans mon école qui aimaient le vêtement, il y avait personne à l'époque. Donc j'envoie un message à Geoffrey en disant: «Salut, je m'appelle Benoît, j'ai un blog qui s'appelle Bonne Gueule. J'ai vu qu'on avait fait la même école, bah, ça me ferait simplement plaisir de te rencontrer quoi, tout simplement». Mhm. Et c'est comme ça qu'en fait, bah, j'ai rencontré Geoffrey en janvier 2010, il me semble, puis que ça a été le début d'une très longue amitié. Hmm. Donc janvier 2010, et tu rentres à Paris en 2012, c'est ça? Voilà, je pars à Ok. Montréal de août 2011 et je reviens en juin 2012. Mhm. Ok. Voilà et là, ça a été une vie, bah, là, je suis arrivé, je voulais croquer Paris à pleines dents, quoi. Hmm. Vraiment, c'était ça. C'est pour ça que j'ai habité rue Saint-Denis parce que je voulais un appartement. Moi, l'hypercentre de Paris me faisait rêver. Ah oui, bah oui, je D'ailleurs, comprends. Ayant me fait habité Place des Vosges, je comprends. ouais, bah, voilà, voilà, j'imagine, tu vois bien le truc. Ouais. Moi, je voulais une vie, le fait d'avoir un accès à une vie nocturne, à une vie, culturelle, à une vie de beaux endroits, à 5 minutes à pied de chez moi, c'est un truc qui me faisait mais rêver et qui me le fait d'ailleurs, qui me fait toujours rêver. Mhm. Parce qu'à l'époque, quand mon école était à Évry dans le 91, bah, tu vois, il fallait faire, 1 heure de transport pour la moindre sortie à Paris et Eh oui. là, sortir dans Paris et me dire que je pouvais rentrer chez moi à 5 minutes à pied, c'était un rêve absolu, quoi. J'arrivais pas à le croire. Non, mais c'est tout bête Hmm. et surtout que nos bureaux étaient à 5 minutes à pied de chez moi, donc on faisait tout à pied. C'était une vie où je faisais tout à pied, c'était génial et qui était, honnêtement, c'était une vie, qui était à 200 kilomètres/h, quoi. Mhm. Qui était à 200 à l'heure parce que Geoffrey aimait beaucoup networker, donc ça a été une vie pendant, peut-être pas pendant 10 ans, mais je dirais pendant 7-8 ans, une vie faite de Jusqu'au restaurants. Covid, en fait, c'est ça? Ouais, un peu moins, un tout petit peu moins avant. J'avais Ouais. ralenti un tout petit peu moins avant. Ouais. Ça a été une vie faite de restaurants, quasiment tous les soirs, à rencontrer des créateurs, des journalistes, des entrepreneurs, parce que Geoffrey était très, très bon pour networker. On faisait toujours une tonne de dîners, voilà, à rencontrer des gens le soir, à faire, des dîners, à travailler dur, en journée. Le week-end, je m'échappais, j'allais souvent à Tours, donc ça a été une vie, vraiment assez trépidante, Hmm. avec une croissance de bonne gueule qui était, hyper intense. Donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup de et tu vois, on n'était pas structuré, donc moi, j'ai découvert ce que c'était que d'être entrepreneur. Peut-être qu'on en reparlera, j'avais un gros syndrome de l'imposteur, tu vois? Ouais, Toujours ouais. toujours toujours un petit peu, mais Geoffrey, lui, il avait vraiment cette très, très grande force entrepreneuriale, tu vois? Hein, Hmm. comme je dis souvent, Geoffrey, lui, il est passionné par l'entrepreneuriat et moi, j'étais passionné par le produit. Donc Hmm. c'était vraiment Geoffrey qui Duo a idéal, ouais. voilà et d'ailleurs, c'est Geoffrey passait son temps à me rassurer, tu vois? Mhm. Avec beaucoup de patience, je le reconnais avec le recul. Moi, j'avais toujours peur de tout, tu vois? J'avais peur de la croissance, j'avais peur de plein de trucs, j'avais peur que tout s'écroule, j'avais peur que et c'est Geoffrey qui passait son temps à me rassurer et qui menait, la boîte tambour battant. Hmm. Donc ouais, c'était une vie qui était, ouais, je me souviens de on travaillait parfois jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 21 heures. J'allais au sport jusqu'à je sais pas, 23 heures et après on sortait au Silencio qui est toujours d'ailleurs un club un peu branché, qui était juste à côté de nos bureaux et de chez moi. C'est pour ça qu'on y allait de temps en temps. Mhm. Voilà, je rentrais chez moi vers, je sais pas, 2 heures du matin et le lendemain, beh, à 9h, j'étais au bureau, quoi. C'était vraiment une fast life. Ouais. Voilà, Et juste, oui. pendant ces années-là, comment Bonne Gueule gagnait de l'argent? Parce que tu disais qu'au début, pendant plusieurs années, ça a juste été un blog qui n'était pas monétisé. Ouais, il y avait plusieurs sources de revenus. La 1re, en 2011, on avait lancé un e-book, un PDF de 200 pages qu'on vendait 27 Mhm. €. Qui Ok. marchait super bien, qui suffisait un peu à financer, 2 salaires et quelques stagiaires. Après, j'avais lancé un programme en ligne, une formation en ligne qui s'appelle le programme Bonne Gueule Mhm. et après, on a commencé à faire des collaborations avec des marques en 2012. Mhm. On allait voir des marques, on faisait un vêtement commun, puis c'était une époque, on vendait, je sais pas moi, 300 paires de sneakers en un week-end. On vendait, Hmm. 300 jeans en un week-end. Ça avait enfin, c'était assez fou.
Ouais, donc c'était Donc, que des séries limitées. exactement. Ouais, ouais, donc on Mm. gagne notre vie. Et petit à petit, en fait, on a gagné notre vie uniquement par la vente de vêtements, par des collaborations et par notre marque. On n'a jamais fait d'article sponsorisé, on n'a pas fait d'affiliation, donc c'était vraiment, ouais, c'était vraiment notre marque à nous, en fait. Ouais. Qui- Et combien vous aviez d'abonnés en fait au blog au moment où vous avez lancé l'e-book, par exemple? Tu te souviens? Non, je me souviens plus du tout. Je me demande si sur notre mailing list, on ne devait pas avoir 20 000 mails, à mon avis, à ce moment-là. Ouais. Ouais, donc Je- tu vois, il y avait déjà une grosse communauté, ouais, Ouais, il y avait de une par toutes communauté. ces années de blog. Ouais. Voilà, c'était une époque, ouais, c'était bouillonnant, quoi. On écrivait Mm. beaucoup. C'est une époque ouais, que j'ai pas vu passer, en fait. Parce que, enfin, si, j'ai vu passer, mais moi, j'en garde un souvenir hyper intense, en fait. C'était Mhm. vraiment. Il y avait une sacrée vélocité, quoi, tu vois. Ouais, et puis Euh, tu t'es aussi construit voilà, exactement. avec Bonne Gueule, toi. Ouais. Voilà, et je découvre, c'est une phrase que je vois à mon ami Olivier Roland, que l'entrepreneuriat, c'est un peu l'exercice de développement personnel ultime, dans le sens où, quand tu es entrepreneur, tu es toujours obligé de faire face à tes insécurités, tes traumas, tes Mm. inquiétudes, Mm. tes failles, tes faiblesses. Enfin, tu peux plus esquiver ça, donc tu dois y faire face et tu dois essayer d'avancer comme tu peux, malgré tout. Donc, Mm. en fait, je trouve que l'entrepreneuriat, tu n'as pas d'autre choix que de te dépasser tout le temps. Exactement. Ouais. Et puis de te connaître toujours encore et toujours plus et de Voilà, t'aimer encore et toujours plus. exactement, être indulgent. Ouais. Tu découvres le management, tu découvres la gestion. Enfin, ça a été, ouais, ça a été comment dire, un joyeux chaos, on va dire. Mm. Et justement, à propos de chaos, Ouais, euh, parce que bon, bah, aujourd'hui, on peut dire que Geoffrey a quitté ses fonctions. ouais, tout à fait. Il a quitté ses fonctions opérationnelles. Il est toujours actionnaire de Bonne Gueule, mais l'exemple que je donne, c'est comme si Geoffrey, il était en partie propriétaire d'un restaurant, mais il est toujours en partie propriétaire de ce restaurant, mais il n'est plus en cuisine, tout simplement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'invite. Enfin, je sais que vous avez fait un podcast ensemble Tout à que fait. j'ai écouté, que j'ai beaucoup aimé. Donc, on mettra de toute façon le lien vers le podcast de Bonne Gueule. Ouais, où il raconte pourquoi il est parti de Bonne Gueule. Donc, spoiler, Mm. il a fait un burn-out. Ouais. Et donc, euh, parce que alors, j'ai deux choses en tête pour que les auditeurs comprennent. Alors, donc, il y a ce podcast avec Geoffrey et il y a ton fameux article bilan de l'année 2022. Oui, On mettra aussi le lien parce que je le trouve passionnant et je pense que merci. tu as lancé une tendance dans l'entrepreneuriat avec ces articles bilan. Donc voilà, c'est vraiment c'est très riche, c'est très détaillé, c'est très vrai. Et évidemment, ici, on aime ça. Donc bravo pour ça. Et évidemment, je me suis aussi inspirée de ton article pour, euh, pour créer cette conversation aujourd'hui. Euh, et alors, avant de plonger là-dedans, j'aimerais te poser une question Oui. qui est avec quoi tu aimerais que les auditeurs repartent aujourd'hui? La fameuse question. La fameuse. C'est une question difficile parce que à chaque fois, on se retrouve avec des banalités finalement, tu vois, enfin, ou des généralités. Mais moi, je dirais, mon truc de ces dernières années, ça a toujours été un peu le fait que prenez soin de vous pour prendre soin des autres. C'est-à-dire, Mm, devenez un meilleur humain pour devenir un meilleur leader. Donc, mm, guérissez vos traumas, au moins habitez avec pour ne pas que vos équipes en subissent les conséquences et apprenez à gérer cet équilibre délicat entre le fait de porter une vision, d'y croire à fond, et le fait aussi d'avoir l'esprit ouvert et d'accepter de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. mm. Donc c'est un peu ça, moi. Je voudrais C'est qu'on, beau. Mm, voilà, ce côté, comment dire, ce paradoxe où voilà, où les équipes sont à la fois très ententes d'une vision et des convictions fortes, et en même temps, elles veulent aussi avoir un impact sur l'entreprise, hein, ce qui est parfaitement normal. Donc, mhm, il faut apprendre à embrasser les deux faces d'une même pièce, finalement, avoir une approche intégrale dans le sens qui mm, intègre ces deux aspects-là pour,
pour citer Ken Wilber, qui est un philosophe Ouais, américain que j'aime beaucoup. ouais, moi aussi. Et voilà. Et ouais, et donc devenir un meilleur être humain pour être un meilleur leader aussi. Je pense qu'un entrepreneur qui travaille sur lui, qui fait une thérapie, qui a une pratique spirituelle ou qui a, enfin, ou qui a une pratique, j'ai le mot en anglais, exploratory, qui est une Mhm. pratique où il explore lui-même, Intérieurement, ouais. intérieurement. Je trouve que ça, enfin, je pense de plus en plus que ça a beaucoup de valeur pour une entreprise. Oui. Et puis, de toute façon, il y a un moment donné où ça devient indispensable parce que c'est soit toi, soit l'entreprise. Exactement, exactement. Et encore une fois, et les équipes n'ont pas à faire les frais de trauma de l'enfance de l'entrepreneur non guéri. Et c'est une phrase de mon pote Alexis de Yaniro, que j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu d'ailleurs. Dès qu'on s'est rencontrés, il m'a dit un truc que je répète tout le temps. Il m'a dit: les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. Hmm. Donc, ça passe de la manière dont l'entrepreneur, son rapport à la confiance, son rapport à l'argent, son rapport au risque, son rapport, sa croyance en l'être humain, la nature humaine, toutes ces choses-là font que, ben, mis bout à bout, ça peut complètement façonner une culture dans une direction ou dans l'autre. Mhm. Ouais, et justement, enfin, c'est aussi le lien entre le fondateur et l'entreprise, qui peut être une relation qui devient toxique Oui, aussi aussi, bien aussi. dans un sens que dans l'autre. Et la relation des associés, bien sûr. Ah oui, Quelle bah, est, ça, oui, justement, vas-y. quelle est ta relation, toi, avec Bonne Gueule? Comment ça a Euh, évolué? Bah, Bonne Gueule, donc j'ai 35 ans, j'ai commencé ça il y a 15 ans. Donc, logiquement, c'est plus d'un tiers de ma vie, Bonne Gueule. Donc, c'est une relation, je dirais, comment dire, c'est un peu comme un couple. Je pense que quand on est dedans, il faut être pleinement présent et il faut aussi, c'est hyper important de savoir exister en dehors de ça. Mm. Yes. Mm. Tu vois, c'est important voilà, pour que le couple marche bien, d'y investir du temps, d'y investir de la présence, d'être engagé, de prendre ses responsabilités et de kiffer aussi, hein, parce que il faut pas oublier. Mm. Et effectivement, quand je sors du bureau, ben, d'avoir une existence en dehors de Bonne Gueule. Même si mon ego, enfin, il aime cette identité de Bonne Gueule, tu vois. Mm. Mm. Évidemment qu'il aime ça, qu'il aime être reconnu par ses pairs, encouragé, soutenu. Mm. Ouais, puis c'est une Euh, forme d'addiction aussi. voilà, exactement, exactement. Mm. Il aime quand on le reconnaît dans la rue pour lui dire un mot de soutien ou d'encouragement. Il aime être interviewé, il aime, voilà, donc c'est ça. Et pour autant, c'est pas que ça. Il y a Benoît de Bonne Gueule, il y a Benoît tout court. Et donc, Mm. qui existe avec aussi d'autres passions, d'autres passions, intérêts qui peuvent nourrir le Benoît de Bonne Gueule aussi. Il y a beaucoup de ponts. Donc, c'est un peu la relation que j'essaye d'avoir avec Bonne Gueule, c'est-à-dire être pleinement présent, avoir de la reconnaissance, enfin de la gratitude pour ce qu'on a, être investi, engagé et avoir une vie tout aussi riche en dehors de Bonne Gueule. Et, et comment cette relation avec Bonne Gueule et ce en quoi tu es engagé a évolué avec le retrait, on va dire, de Geoffrey? Beh, c'est clair que ça a laissé quand même une place vide, hein. Mais alors, Mm. bon, il y a beaucoup de gens qui me pensent que je suis tout seul, mais non, non, je rassure, actuellement, donc je suis en train de recruter la personne qui va remplacer Geoffrey. Donc, on a 2 personnes, qui sont shortlistées là donc là, on Mm. enregistre ça en mars, qui sont shortlistées. Donc j'espère que, pour le printemps, enfin, on aura une personne qui aura été, désignée. Mhm. Et en attendant, on a quand même une manager de transition, Joëlle Pellegrin, qui est quand même quelqu'un qui a un sacré track record, hein, c'est une personne très expérimentée, qui a dirigé plusieurs marques de plusieurs tailles, enfin, qui a une compréhension extrêmement fine des rouages d'un business, d'une marque de vêtements. Donc
elle tient plus que très bien la baraque, hein. Donc Mhm. Bonne Gueule n'est pas tout seul. Et Dieu merci, heureusement que Joël est là. Et puis ensuite, il y a toute l'équipe de managers, en fait, hein, qui est là, etc. Mais je dirais que le départ de Geoffrey, au début, il y a un premier temps où ça m'a clairement effrayé parce que ça me met face un sujet, enfin, c'est la responsabilité, hein. Ça m'a poussé à prendre encore plus de responsabilités, à faire face encore plus à mes responsabilités. Mhm. Et puis à Euh, tes failles aussi, j'imagine. Ah bah, ouais, encore plus, voilà, parce que du coup, maintenant, moi, je suis l'actionnaire, je suis le président de l'entreprise, je suis le cofondateur et je suis l'actionnaire principal. Donc, tu Mhm. vois, en Oui, tu as gros, beaucoup de casquettes. Mhm. voilà, donc en gros, j'ai une grosse responsabilité envers Bonne Gueule. Et Mhm. puis, je pense aussi que j'ai pris de plus en plus goût, tu vois, à ça, à me dire, parce que dans le passé, je pense que j'ai pu me dire, j'avais peut-être envie des idées que je me disais, bon, ça ne pourra jamais se concrétiser pour telle et telle raison. Et là, je me dis, mais en fait, non, si là j'ai envie de faire quelque chose, ben, je peux le faire. Mince, enfin, je suis actionnaire majoritaire, je suis président, je suis cofondateur, je suis encore dans l'entreprise, encore très engagé. Si j'ai une idée, si j'ai envie de faire quelque chose, je dois le faire. Et je pense que les équipes sont en attente de ça, sont en attente que j'imprègne une vision encore plus forte, que j'imprègne Mhm. un rythme, que j'affiche mes convictions, que j'affiche ma passion aussi. Donc, euh, donc ça a été à la fois quelque chose d'un peu écrasant au début. Et là aussi, je te dis, ça m'a forcé, tu vois, les sujets qui étaient vraiment sous l'aile de Geoffrey, purement gestion, la partie financière notamment, ça m'a poussé à plus me pencher sur cet aspect-là, par exemple, à mieux comprendre le business. Et je dirais que finalement, ça m'a énormément fait grandir, tu vois. Mhm. Ça Ouais, m'a ça t'a énorme- monté en compétence. Ouais, ça a été une période, c'est toujours une période très riche, pas toujours facile, Mhm. parce qu'on est quand même dans un marché, dans l'industrie qui en ce moment se porte pas super bien. Mais ça m'a poussé vraiment, ouais, ça m'a poussé à vraiment beaucoup me faire grandir, à la fois prendre du recul et à re-rentrer dans certains sujets, voilà, et à me donner encore plus envie de capitaliser sur mes forces, de gérer à peu près correctement mes faiblesses, on va dire, Mhm. Les et de maîtriser, ouais. voilà, les maîtriser et surtout à sculpter encore plus ma vision de l'entreprise où je veux que Bonne Gueule soit, en fait. Mhm. Et justement, qu'est-ce qui te permet de rester connecté à cette envie? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que quand on perd le big why, eh ben, c'est là où ça devient un terrain propice à un certain épuisement. Moi, tu vois, j'aime toujours autant recevoir des échantillons de tissu, j'aime toujours autant recevoir des prototypes et essayer, les améliorer. Quand j'ai un vêtement que j'adore qui va sortir, j'aime toujours autant écrire l'article pour le partager. Enfin, j'aime partager. Le vêtement est encore tout simplement un sujet qui me passionne beaucoup, en fait, Mhm. et que j'ai encore envie de continuer à partager, que j'ai encore envie de continuer à porter, où je me sens bien, quoi, tu vois. Tu t'es jamais posé la question de savoir si tu allais quitter Bonne Gueule ou pas? Ah bah, bien sûr que si, oui, oui, Mhm. on a eu beaucoup de moments difficiles, comme toute vie d'entreprise, que oui, il y a des moments où je me suis dit, une vie sans Bonne Gueule, ça serait cool aussi. Évidemment que j'y ai Mhm. pensé, et je connais pas un entrepreneur qui n'y a jamais songé. Mhm. Donc oui, oui, évidemment que j'y ai pensé, mais Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui te ramène. ouais, j'aime toujours autant ça, hein, vraiment. Mhm. Et c'est quoi Euh, ce quelque chose? c'est comment dire, Au-delà du tissu, au-delà de ouais, toi. déjà, il y a le fait de bâtir, de construire quelque chose. Il y a cette aventure humaine Mhm. qui, encore une fois, qui est pas tout le temps facile, mais qui est vraiment passionnante. C'est un sacré voyage quand même. Un voyage que j'aurais pas eu l'opportunité de faire, je pense, si j'avais un poste un peu plus classique dans une entreprise. Ouais, puis un voyage qui s'arrête jamais, en fait. C'est exactement, oui, un voyage qui s'arrête jamais. Et je pense aussi, quand je reçois des messages de soutien ou de personnes qui me disent Bonne Gueule a changé ma vie, Bonne Gueule a changé mon rapport aux vêtements. Mhm. Et là, je me dis, Bonne Gueule a un vrai impact sur les gens. Je pense que Bonne Gueule, il est clair, aujourd'hui, je peux le dire fièrement, Bonne Gueule a embelli des vies. Mhm.
Bonne Gueule a permis à des hommes de mieux se sentir dans leur peau et dans leurs vêtements. Mhm. Bonne Gueule a permis à des hommes d'affiner leur goût, de créer leur univers, parfois de créer une passion pour les vêtements, de créer des vocations. Bonne Gueule a eu un impact fort sur certaines personnes et ça, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Et j'ai envie Ouais, il y de... a un côté, je trouve, moi, ce que je ressens de Bonne Gueule, il y a vraiment quelque chose d'authentique, mais de singulier. Tu vois, Exactement. c'est comme si les gens qui s'habillent en Bonne Gueule osent peut-être plus leur singularité. Voilà, ont une passion vêtements qui est un peu plus décomplexée et ont envie, comme tu l'as dit, hein, d'exprimer, de mieux exprimer leur singularité, leur goût et leur univers. Mhm. Ça me fait penser à, tu sais, à l'expression l'habit ne fait pas le moine. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et alors, c'est de la non-dualité en fait. L'habit ne fait pas le moine Mhm. et l'habit le fait quand même un petit peu. Mhm. Mhm. Effectivement, donc pour moi, enfin, l'événement, ça peut être tellement une source de kiff, de plaisir, de bien-être que ça serait dommage de passer à côté. Et effectivement, je pense que l'identité d'une personne ne doit pas reposer uniquement sur ses vêtements, ça c'est clair. Mhm. Ouais, c'est parce que c'est vrai que bah, encore peut-être même, enfin j'allais dire encore plus chez les hommes, mais ce qui est débile en fait, je retire. Euh, mais c'est vrai que le vêtement a tendance à masquer aussi certaines choses qu'on veut pas montrer de nous. Ça masque ou Ouais. effectivement ça les affiche, ou ça permet de s'adapter, ou ça permet d'être plus à l'aise aussi dans certaines situations. Alors, Ça permet de choisir ce qu'on veut montrer en fait. Mm. exactement, exactement. Et ça permet aussi de vraiment kiffer. Alors, moi, dans le passé, pour Bonne Gueule, il y a eu beaucoup d'hommes qui sont intéressés aux vêtements comment dire, dans un but de plaire à l'autre. Mm. Et ils sont aperçus que finalement, le vêtement, c'était un terrain de jeu, un domaine qui était bien plus vaste et bien plus riche. Et tu vois, d'avoir envie de plaire à l'autre, maintenant, ils sont passés d'avoir envie de se plaire à soi-même. Et pour moi, c'est là où Ouais. j'estime que Bonne Gueule a réussi sa mission et doit continuer dans cette voie-là, doit continuer à transmettre ça. Et en quoi Bonne Gueule t'a permis toi de te plaire à toi-même? C'est encore une très bonne question. Tu as beaucoup de bonnes questions. Non, mais j'en parlais avec un de mes anciens collaborateurs, Lucas, qui a une chaîne YouTube. On parlait du rapport vêtements. Et je pense qu'avec le recul, en tant qu'Asperger, le vêtement m'a à la fois permis de m'adapter à certaines situations, tout en exprimant, enfin, en exprimant une certaine singularité aussi, tu vois. Il y a un côté presque un peu paradoxal que le vêtement a pu remplir en moi, où tu vois, où je sais que je ferai pas tâche, je sais pas moi, à un cocktail entre entrepreneurs, et en même temps, je sais que j'aurai la petite touche qui va bien, qui fait que il y aura un peu de ma singularité qui sera exprimée. Donc, je pense que l'événement m'a beaucoup aidé en ça, à la fois à m'adapter et à la fois d'exprimer ma singularité. Mhm. Ouais, donc cette singularité, elle est bien là, hein. Ouais, je pense aussi. C'est pour ça que j'aime autant les tissus texturés avec du relief, avec du grain. Enfin, où les tissus, il y a une singularité justement. Et Mhm. que je et que j'aime pas trop les tissus tout lisses, avec pas d'aspérité, parce que ça correspond moins à cette vision. Et c'est vrai que Mhm. et tout bêtement, hein, avoir un vêtement un manteau qui tombe bien sur soi, avoir une chemise pas trop grande, pas trop petite, avoir une silhouette qui est mise en avant, oui, on se sent plus beau, hein, tout bêtement, on se Mhm. sent plus beau. On est content de se voir dans un miroir, on est content de l'image qu'on dégage, on est content de ce qu'on envoie et ça fait du bien, tout simplement. C'est Ça fait clair. beaucoup, Et ça puis, fait comme beaucoup de tu bien. disais au début, bah, on devient aussi un meilleur leader. Aussi, ouais, effectivement, quand on se sent bien dans ses vêtements, on se sent bien tout court et quand on se sent bien tout court, on peut devenir un meilleur leader, effectivement. Mhm. J'ai évoqué tout à l'heure ton article bilan 2022. Moi, il y a une question qui m'est venue en lisant tout ça. Oui. C'est quel entrepreneur tu es devenu aujourd'hui? Ah, euh, vaste question. Euh, je pense qu'un entrepreneur plus conscient dans ce qui se passe et dans ce qui... Confiant ou conscient?
t'as dit? conscient Conscient, ouais. dans ce qui se passe et dans ce qu'il fait, Mmh. beaucoup plus conscient de ses forces et de ses forces et de ses faiblesses, Mmh. à la fois plus ouvert, à la fois plus, comment dire? Plus affirmé dans ses convictions et Mmh. dans sa vision et avec plus de clarté dans où est-ce qu'il veut amener, l'entreprise. Mmh. Voilà et je pense que toute cette période, j'arrive pas à dire si ça a renforcé ma résilience ou si ça l'a entamée Mmh. Ouais, c'est intéressant. Ouais. donc ouais, ça j'ai pas encore tranché. Je sais pas si depuis le covid, je sais pas si je suis devenu plus fort, ou plus résistant ou si au contraire j'ai beaucoup entamé dans mon capital, d'endurance. Mmh. Et si tu avais, moi j'aime bien utiliser la notion de dépouillement en fait. Oui. Ça résonne pour toi, cette notion de dépouillement? C'est-à-dire si on dépouillait, Ben, si à toi intérieurement, finalement, est-ce que ces différents défis que tu as dû relever ces derniers mois, ces dernières années, est-ce que ça ne te permet pas de revenir à l'essentiel de qui tu es ah ouais, Pour moi, c'est ouais, aussi ça la complètement. résilience, tu vois, c'est Ouais, ouais, ouais. lâcher. Ouais, Ouais, parce que c'est dans les épreuves où tu découvres des parties de toi, insoupçonnées, que ça soit des forces ou des faiblesses, que ça soit ouais. des failles, des inquiétudes, des traumas ou justement une certaine confiance. Donc Hmm, ouais, ouais et puis, j'en parle dans l'article bilan, je crois aussi, ça permet aussi de se reconnecter au big why, à pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? hmm. Et alors, est-ce que tu Et aimerais nous partager ton big why d'aujourd'hui? ah ben moi, ouais, ça a toujours été cette passion du vêtement que j'aime toujours autant Hmm, transmettre, tu vois? hmm, hmm, Et je pense que ça permet parce que parfois dans le quotidien, on a peut-être un peu tendance à, tu vois, quand tu as une réunion où tu parles de problématiques purement RH et puis ensuite, de problématiques purement commerciales et tout, tu as un peu tendance à quand tout ça s'enchaîne, à oublier mais pourquoi est-ce que je enfin dans où est-ce que je prends du plaisir? Comme dirait mon pote Alexandre Dana: «Quand est-ce qu'on se marre?» tu vois? hmm. Et Alex c est très souvent cité dans ce podcast. ouais, 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 C'est notre premier épisode. c'est un super ami, Ouais. c'est un Bah, c'est très grâce bon à lui qu'on se connaît d'ailleurs. oui aussi, aussi, Hmm, aussi. Donc tu vois c'est parce que soit justement on se laisse, comme tu dis, c'est entreprise ou c'est moi. Donc soit on se laisse, submerger par ça, soit on se dit: «Mais ce que j'aime, c'est ça et quand je suis dans cette zone-là, ça a beaucoup de valeur pour l'entreprise, et il faut que j'y aille à fond dedans quoi, en fait, tout simplement». hmm. Tu vois, pour moi, le big why, pour moi, il y a deux big why. Ou au final, il n'y en a qu'un. Mais il y a le big why, comme tu viens de dire, ta passion pour le vêtement, pour le tissu. Mais il y a aussi le big why spirituel derrière ça. Oui. Je te laisse continuer à développer, je t'en prie. Et moi, ce que je trouve merveilleux et ce que je découvre dans chacune de ces conversations de ce podcast, c'est qu'en fait, chacun d'entre vous, quelque part, vous avez aussi une mission spirituelle. Vous êtes en quelque sorte des leaders spirituels. Pour moi, les entrepreneurs d'aujourd'hui sont les nouveaux leaders spirituels. Alors, quand je vais tout de suite préciser que je parle de spiritualité au sens large. Je parle de spiritualité dans le sens où nous ne sommes pas que juste un corps physique. Nous sommes bien plus que ça et que nous sommes tous reliés. À quoi, je ne sais pas, mais nous sommes reliés, aussi bien entre nous qu'avec la nature. Et, et les entrepreneurs qui viennent dans ce podcast sont entrepreneurs, mais sont aussi leaders spirituels parce qu'ils portent quelque chose de plus. Ils sont engagés envers quelque chose de plus grand. C'est pas l'argent, en fait, la motivation. Il y a Non, autre chose. je suis complètement d'accord avec toi. Ça parce que si on faisait ça uniquement pour gagner de l'argent, on ferait un autre métier, hein, ça c'est sûr. Hmm. Comment ça résonne pour toi, ça, cette notion de mission spirituelle, de leadership spirituel?
Le big Euh, why spirituel. eh bien, écoute, ça aussi, c'est une très très vaste question, mais pour moi, enfin, tu vois, j'ai envie que Bungle, ça soit une entreprise qui fasse du bien aux gens, que ça soit Mm, en interne et en externe, que ça soit auprès de nos collaborateurs. C'est pour ça que j'ai tendance à voir souvent tout ce qu'on doit améliorer, tout ce qu'on doit arranger, tout ce qu'on ne fait pas encore bien, d'ailleurs plus que ce qu'on fait bien, que ce soit aussi pour nos clients et notre communauté, nos fournisseurs, etc. Donc, pour moi, il doit y avoir un impact positif indéniable mhm, sur le vivant et le non-vivant d'ailleurs. mm, Et il y a ce côté, une exemplarité que j'aimerais bien qu'on ait, quoi. mm, Sur le point de vue plus spirituel, ben, j'espère qu'à travers mon voyage entrepreneurial, ben, j'espère aussi pousser enfin, comment dire, donner comment dire, c'est compliqué à expliquer. J'espère J'espère pousser les gens à se pencher sur l'amélioration de soi-même, en fait, sur l'exploration de soi-même, sur le fait de ne pas avoir peur d'ouvrir la boîte ou les boîtes qu'il y a en eux, et mhm, surtout de prendre plaisir à faire ce voyage-là mm, aussi, tout simplement. Donc, et aussi, voilà, notamment avec l'article bilan, le but, c'était aussi de montrer ses failles, ses doutes, ses faiblesses, ses inquiétudes. Il ne faut pas en avoir peur parce que ça permet de créer du lien, ça permet de créer des conversations, ça permet aussi et tout simplement de se faire soutenir, en fait. D'être mm, soutenu, et de faire bouger aussi certaines mentalités parce que moi, j'en pouvais plus de certains discours LinkedIn, enfin de certains contenus sur LinkedIn qui parlaient de doublement de chiffre d'affaires, ouais, de levée de fonds et compagnie. voilà. Et moi, ce que j'ai voulu faire à travers cet article bilan, ben, c'est montrer un voyage honnête d'un entrepreneur et montrer aussi que les moments difficiles font partie de la vie et que c'est OK finalement. Ouais. Et vraiment que c'est OK et qu'il ne faut pas en avoir peur, même si c'est pas forcément toujours agréable. Et c'est juste, ça fait partie du package, du package. Mhm. Du package, ouais. Et oui, et puis c'est aussi ce chemin vers l'intégrité, vers l'amour, vers la conscience. Exactement, exactement. Vers l'amour de soi, vers l'amour de ce qu'on fait, vers l'amour de ce qu'on peut donner aux autres. Et comme tu dis, je pense que vu comment on décrit l'événement chez Bonne Gueule, moi je veux vraiment pousser beaucoup plus les gens à être conscients de ce qu'ils mettent sur eux en fait. Mm. Ouais, Euh, en termes d'intégrité. voilà. Et pourquoi pas ensuite, s'ils augmentent leur conscience d'événements qui portent, Mm. c'est augmenter leur conscience aussi de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent devenir aussi, Mm. de leur identité, hein, de se dire, de se pencher un peu sur tous ces sujets-là. Mm. Carrément. Et puis c'est aussi leur offrir l'opportunité d'utiliser l'argent pour quelque chose de beau, d'intègre, de respectueux. Ah oui, oui, ah oui, effectivement, ouais, ouais, oui, effectivement, il y a un message de fond chez Bonne Gueule, c'est notre rapport à la consommation, tu vois. Mhm. J'ai pas à Mhm. faire le cliché consommer moins mais mieux, tu vois, c'est pas parce que c'est un peu éculé, sachant qu'en plus, Bonne Gueule touche quand même à quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus tabou, je vends des vêtements neufs, hein, donc, Mm. mais c'est Ouais. plutôt mettre plus de conscience, tu vois, leur dire, essayer comment dire, une manière de consommer plus avertie, plus informée, plus éclairée. Mm. Tu vois, de se dire, bon, ben, concrètement, quel événement je fais rentrer dans ma maison? Quels objets je fais rentrer dans ma maison? Qu'est-ce que je mets sur mon dos? Etc. Donc, il y a cette notion-là qui, pour moi, hyper importante, le fait de choisir soigneusement ce qu'on consomme. Ouais, la pleine conscience, en fait. Puis, Ouais, mais tu sais, Bonne Gueule, j'ai pas mal de gens qui me disent, ben voilà, avant, je m'en foutais de ce que je consommais, maintenant, je me suis intéressé aux vêtements. Puis après, je me suis dit, ah, mais quand même, c'est un peu bizarre d'avoir de beaux vêtements, mais d'avoir un intérieur qui n'est pas à la hauteur de ma garde-robe. Donc, je me suis intéressé un peu mm. à la décoration intérieure. Et puis après, et en fait, tu vois, ça a été un effet un peu domino, tu vois.
Ouais. Et puis à chaque fois, c'est s'autoriser finalement plus d'amour pour soi, parce que Et- notre environnement, c'est aussi ça. Exactement, exactement. Se dire, bah, je mérite, je mérite d'être bien habillé en fonction de mon budget, en fonction de mes moyens, mais je mérite le meilleur pour moi. Hmm. Est-ce que, euh, est-ce que tu es heureux aujourd'hui, Benoît? Ouh, ah, et les questions, ça y va, hein. C'est Euh, pas préparé. C'est- je me pose, globalement, oui, quand même. Ouais. Quand même. Enfin, je veux dire, tu vois, j'ai des super relations. Quand je dis quand je dis relations, c'est au sens large, quoi, au sens professionnel Mhm. et personnel. J'ai des super relations. Je suis à peu près en bonne santé, dans un corps bien fonctionnel, on va dire. Une vie, j'ai une vie remplie de belles expériences, de beaux moments, de beaux vêtements aussi, tiens, Hmm. de belles personnes, de belles expériences, de belles idées aussi, de beaux échanges. Donc oui, oui, globalement, je dirais que je suis malgré effectivement un contexte qui touche notre industrie, qui est pas facile, hein, Mhm. vraiment. Et globalement, enfin, je veux dire, j'ai quand même une très grande gratitude pour ce qui m'arrive et pour ma vie actuelle, tu vois. Hmm. Euh, Et oui, mais c'est justement parce que tu t'autorises à être heureux chaque jour malgré ce contexte que l'entreprise a réussi à dépasser ce contexte. ouais, 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 c'est quelque chose que je travaille au quotidien. Là, je me suis mis de plus en plus. J'aime bien marcher de temps en temps autour de chez moi, faire 5 ou 10 kilomètres. Et tu vois, malgré le parfois, quand en termes de vente, on n'a pas été, on a fait un chiffre pas terrible et tout, je me dis, mais j'ai quand même la chance d'habiter en plein Paris, de continuer à marcher, de marcher devant tous ces beaux bâtiments, cette vie de culture, d'avoir cette conscience quand je marche au bord de la Seine, d'apprécier ce soleil qui se couche sur la Seine, et simplement ben, enfin, comment dire, aimer marcher, quoi, tout simplement Mhm. dans cet endroit-là. Donc, j'ai quand même beaucoup de gratitude pour ce voyage qui me fait beaucoup, 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 beaucoup grandir, effectivement. Donc, ben ouais, finalement, je pense que je suis quand même un homme heureux, un homme fragile et heureux, enfin, qui a été quand Hmm. même fragilisé par les dernières années, particulièrement l'année 2022, enfin, tout ce que je raconte Dans l'article, dans ouais. l'article bilan, mais quand même aussi très heureux de ce qui lui arrive aussi. Et finalement, cette année 2022, elle te permet d'être encore plus heureux aujourd'hui. Oui, je pense, effectivement, quand il y a des bonnes nouvelles, on les savoure bien, effectivement. Ouais, ouais. Effectivement, ouais, Est-ce que ouais. tu aimerais nous en dire plus sur cette année 2022 et sur tout ce euh, un petit peu le terrain qui a provoqué tout ça? Ouais, ben 2022, ça a été une année pour pas mal de marques qui a été compliquée. Donc, concrètement, ça c'est avec des chiffres d'affaires chez des marques qui ont régressé, stagné ou un tout petit peu grandi. Nous, on a fait un peu de croissance aussi, mais il a fallu vraiment se battre et ça a été c'est là où l'onde de choc du Covid a été la plus forte, je dirais, avec l'inflation. Donc, ça a été beaucoup de produits. En fait, c'est une année où j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, c'était faire face à des problèmes. Hmm. Des productions qui arrivent en retard, des machins, des soucis de qualité, des productions non conformes, plein de trucs comme ça. Des sujets de cash, de trésorerie, des sujets d'audience, des sujets de trafic sur le site internet. Enfin, tu as beaucoup d'indicateurs en rouge qu'il a fallu redresser. Donc, un sentiment bah, tu vois, c'est un article assez connu Wartime versus Peacetime quand on est CEO. Mhm. Donc voilà, là, il y a eu cette ambiance un peu temps de guerre. Je dis pas ça que pour la guerre en Ukraine, évidemment, mais Hmm. effectivement, il y a une ambiance un peu chez toutes les marques en disant le contexte est difficile, faut qu'on trouve, faut qu'on trouve des solutions, des relais, etc. Donc ça a été une année où j'ai l'impression d'avoir eu que des problèmes et je me suis à certains moments senti franchement submergé par tout ça. Mhm. euh, Parce que j'avais l'impression que mon quotidien n'était fait que de mauvaises nouvelles, quoi, tu vois. Euh, J'écoutais un morceau de rap, je sais plus lequel c'est, mais le mec il dit je me couche en pensant au problème du lendemain. Ouais. Voilà, et c'était ça. Donc il y avait quand même un Ça, certain. ça a commencé ça a commencé à peu près quand à basculer? Au moment de la guerre en Ukraine ou un peu ou avant? Dès janvier 2022. Ouais, d'accord. Dès janvier 2022, on a vu qu'il y avait
quand même un trafic qui était beaucoup moins présent qu'avant. Et bien plus tard, j'avais découvert que c'était quand même le cas pour la plupart des autres marques. Mhm. Mais tu vois, quand ça t'arrive, tu as aussi sur le coup un sentiment d'échec, tu vois, d'incompétence, d'impuissance. Mhm. Mhm. Tu vois, tu te dis, mais je suis nul en fait. Parce que si j'étais pas nul, ça n'arriverait pas. Et Geoffrey est parti quand? Alors Geoffrey, il est parti officiellement en avril 2022, mais disons Ouais. qu'il était quand même bien en retrait depuis l'hiver 2021. Donc, Ouais, donc ça faisait. Oui, c'est ça. Donc fin 2021 déjà, enfin, il y avait déjà eu ce changement-là pour toi. exactement. Donc voilà, Mm. une année avec une grosse pression professionnelle, pour le dire poliment, Mm. qui a été indéniable. Et en fait, à ça se sont ajoutées des petites épreuves personnelles, on va dire, où le point d'orgue, ça a été mon pacemaker qui s'est mis à dysfonctionner en juillet, Mm. qui a eu un souci un souci de sonde, en fait, parce qu'un pacemaker, c'est une batterie reliée à deux sondes. Les deux sondes ressemblent à deux câbles électriques. Et j'en ai une qui s'est fracturée, qui s'est cassée, où en fait, au moindre frottement, la sonde pensait que mon cœur était en train de partir en couille, alors qu'en fait, mon cœur allait très bien, mais la sonde pensait que mon cœur allait très mal et qu'il fallait chercher à le ranimer. Donc, il y a Mm. eu une soirée où elle m'a envoyé 5 chocs électriques. Et c'est horrible. Honnêtement, c'est horrible, horrible, horrible. C'est vraiment. Je le dis dans l'article, hein, mais vraiment, le premier choc, j'ai cru qu'on m'avait tiré une balle. Mm. Mais sauf qu'à ce moment-là, moi, je savais pas que c'était ma sonde Oui, tu savais pas, ouais, c'est ce que tu expliques dans l'article, hein, que en fait, bah, tu as cru juste que c'était une crise cardiaque ou. Ouais, que tout était fini. Et ce mois de Ouais. juillet, c'est arrivé au pic du pic des difficultés pour Bungle, où toutes les productions, certaines productions de l'automne-hiver, on savait où là, on se disait, oh là 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 là, ça va arriver en retard, alors que c'était des productions, il y avait des gros enjeux de chiffre d'affaires. Tu vois, donc c'est arrivé au pic du pic de tout ça, ça s'est rajouté en plus de ça, et ça a été un moment très difficile. Et je pense, en vrai, j'ai mis du temps à accepter le fait que cet événement a eu plus d'impact que je le pensais sur moi-même, tu vois. Mm. Tu vois, parce que la partie rationnelle, elle me disait, mais c'est bon, en fait, t'inquiète, t'es encore vivant, c'est juste un problème purement matériel. Mais non, 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 ça n'a pas marché comme ça du tout. Enfin, naïvement, je pensais qu'en revenant à Paris, tout allait rentrer dans l'ordre, parce que quand ça m'arrivait, j'étais à Montréal, en fait. Mhm. C'est 3 jours avant que je rentre en France. J'étais en vacances à Montréal. Et je me disais, bon, mais c'est bon, en fait, c'est bon, c'est juste un problème matériel. Mais en fait, non, 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 pas du tout. Ça a mis à jour des choses en moi, ce qui fait que le mois de juillet a été, psychologiquement, a été très, très laborieux, enfin, très, très difficile. Vraiment, je regarde pas du tout un bon souvenir, parce que, comme j'explique dans l'article bilan, le soir, j'ai eu des petites anxiétés, on va dire. Euh, j'ai dû apprendre à vivre avec, en fait, hein. Et puis, petit à petit, ça m'a aussi poussé voilà, à me rapprocher de mes amis pour demander du soutien, à me rapprocher de mes proches, à être proactif aussi dans le fait de me créer des moments qui vont me faire du bien, à me changer aussi un peu les idées par des lectures, par plein d'autres choses. Donc ça a été un moment aussi qui a été aussi fertile. C'est Ça a été- magnifique parce que finalement, c'était ton cœur qui t'a donné une alerte pour te forcer à prendre soin de toi et finalement à ce que tu t'alignes à un prochain niveau d'amour pour toi. Aussi, complètement, vraiment complètement. Mais d'ailleurs, effectivement, ça m'a, du coup, en août, justement, sur une plage à Lacano avec Alexandre Dana, c'est là où, tu vois, on avait ces discussions. On se disait que, bon, il m'arrive ce truc, mais l'année n'est pas finie, l'été n'est pas fini. Mm. Donc, et je me disais, bon, pour aller de l'avant, je mets comme intention pour fin 2022, expérience et rencontre. C'est Mm. les deux mots qui ont guidé mon automne et hiver. Et pour le coup, ça m'a amené très très loin. J'ai bien expérimenté, j'ai bien rencontré, j'ai fait plein de nouvelles belles rencontres. Et ouais, et effectivement, si ça m'était pas arrivé, mon souci de pacemaker, j'aurais pas eu cette envie cette attention-là à poser. J'aurais sûrement continué dans ma bulle du quotidien, lancé à pleine vitesse, la tête dans le guidon. Et là, je dirais que ça m'a permis de m'ouvrir à plein de réflexions, notamment sur le vêtement outdoor, sur mon rapport à la nature, hein, plus largement.
Donc, ça a été une période, je pense, assez fertile et qui, je pense, a et aura encore beaucoup de valeur pour Bonne Gueule. Mmh. Donc voilà, il y a eu ce changement de pacemaker et puis ensuite il y a eu plein une espèce de grosse réorganisation en interne, notamment sur la partie éditoriale où on a dû se séparer de mon rédacteur en chef, que j'aimais beaucoup. Heu, Ça a vraiment été une décision qui a été très difficile à prendre pour moi, qui m'a beaucoup hanté, qui m'a beaucoup pesé. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça m'a forcé à prendre mes responsabilités et à les assumer, tu vois? Mais sur le coup, ça a été vraiment, super dur et puis, mais tu vois, je sais mais là, comment dire? J'avais cette conscience de quand je traverse des moments difficiles comme ça, beh, je dois être autant proactif pour créer des moments qui vont me faire d'autant plus de bien. Donc c'est pour Mmh. ça que, par exemple, le mois en octobre où j'ai dû annoncer à mon rédacteur en chef qu'on souhaitait se séparer de lui, c'est aussi le mois où, j'avais organisé une randonnée au Pays basque avec, Alex notamment et d'autres copains entrepreneurs Mmh. et tu vois? Et Qu'est-ce que c'est tu veux dire? Alors, j'ai pas suivi ce que tu voulais dire là. Est-ce que tu veux dire que, bah, à chaque fois que tu prends tes responsabilités, hem, bah, en fait, non, j'ai pas compris. Vas-y. les moments difficiles que j'ai vécus, ça m'a poussé à d'autant plus créer des moments qui me régénèrent aussi, tu vois? Ouais. Oui, donc Apprendre c'est que tu t'autorises encore plus à créer ces autres moments où tu te ressources. C'est ça que tu veux exactement, dire? Ouais. ouais, à prendre encore plus soin de moi et d'une certaine manière, comme tu l'as très bien dit, à cultiver l'amour de soi, parce que pour prendre soin de soi, il faut s'aimer un minimum. Mmh. Ouais. Ben, tu vois, ce chemin d'entrepreneur, comme on le disait au début, c'est un chemin de connaissance de soi, c'est un chemin d'éveil et puis c'est un chemin vers le vrai bonheur finalement, l'accomplissement de soi et c'est un voyage qui n'a pas de fin Oui, et je trouve ça magnifique ce que tu partages, puisque puis je te remercie d'ailleurs de t'ouvrir, et parce que tu vois, malgré un contexte difficile, malgré tous les feux au rouge que tu mentionnais, bah, il y a aucune raison de pas s'autoriser à être heureux finalement et prendre soin de soi. Parce que, sinon, si ce critère-là, il est aussi au rouge, rien n'est possible. exactement, alors que tu vois, dans ces moments-là, on a tendance un peu, je pense, à culpabiliser, Mmh. au fait d'être heureux tout simplement, de se dire: «Mais comment je peux être heureux alors qu'il y a ça qui va mal et que ceci, je devrais être en train de réparer ça?» et cetera. Mais tu l'as dit, c'est sans fin, en fait et ça peut être une relation assez toxique. Mmh. Ouais, bah, d'ailleurs dans les avis sur le podcast, il y a quelqu'un qui critique beaucoup, tu vois, cette façon d'être entrepreneur dans l'amour de soi et Ah bon? ouais, j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes-là qui ont tendance à croire que finalement on est, égocentrique et qu'on pense qu'à nous et cetera. Mais je pense qu'il y a un vrai shift dans notre vie et dans notre niveau de conscience quand on comprend que qu'on n'a rien à prouver, qu'on n'a rien à mériter et que la vie, elle est pas dure en fait. Même si tout s'écroule autour de nous, on peut encore trouver moyen d'être heureux en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de se créer des galères pour se sentir forts, tu vois? Oui, c'est ça, ouais, c'est Parce ça. que sinon, ils ont l'impression qu'ils surmontent rien et s'ils ne surmontent rien, ils ont l'impression qu'ils ont pas de force. Ouais. On est tout le temps dans ce schéma de reconnaissance par le mérite. Exactement, ouais, ouais, c'est très bien dit. Bah, c'est ce que Ken Wilber explique très bien dans son approche intégrale, c'est le stade orange. Mmh. Ouais, exactement, ouais. Mmh. Ouais, effectivement, où si on n'est pas méritant, ça on est rien du tout, globalement. Mmh. Mais c'est ouais, c'est une curieuse critique en tout cas que j'entends là de cette personne. Oui, alors je me régale, hein, avec toutes ces critiques, je me régale. Forcément, on est au début du podcast, donc tu vois, ça agite pas mal, ça brasse pas mal et puis le podcast ne plaît pas à tout le monde et je suis tout à fait OK avec ça. Mais voilà, c'est bon, c'était juste une petite parenthèse donc c'est important, tu vois, que tu partages ça parce que oui, on peut être chef d'entreprise, on peut, avoir des défis à relever, des difficultés aussi bien dans l'entreprise que dans notre vie personnelle et en même temps, rien n'empêche, hem,
Rien n'empêche d'être heureux, rien n'empêche de revenir à l'amour de soi, de se reconnecter à ses essentiels et de réinsuffler en fait une autre énergie dans l'entreprise. Exactement, exactement. Euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs euh, par rapport à tout ce chemin-là, toute cette expérience de ces dernières années? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, peut-être comme conseil pour être mieux, pour être plus heureux, pour se sentir plus aligné dans son entreprise? Ah, ouais, c'est une question qui est difficile pour moi parce que je ne me sens pas forcément légitime d'y répondre, mais je vais donner quand même quelques éléments. Mais Mm, je pense que ce qui a émergé de notre discussion, c'est qu'effectivement, l'amour de soi est hyper important à cultiver parce que, comme tu dis, il y a énormément de choses qui en découlent, notamment le fait de mettre de la joie et d'être heureux au quotidien. Le fait, effectivement, de se poser honnêtement la question sur est-ce que j'ai une relation saine avec mon entreprise? Est-ce que j'arrive à exister en dehors de mon entreprise? Est-ce que j'arrive à mm, avoir une autre identité ou plusieurs identités en dehors de mon entreprise? mm, Et je pense que c'est hyper important d'être honnête envers soi-même mm. là-dessus, de se dire que effectivement une entreprise, ça peut apporter beaucoup de très très belles choses pour son fondateur, mais qu'il y a quand même, ça peut aussi vite virer vers des espaces un peu moins recommandables, on va dire. Mhm. Donc, euh, donc il y a ça. Et, euh, et ouais, et ensuite, il y a cette notion de cultiver la vision au quotidien, tu vois, de, 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 de l'incarner. Et moi, ça, je crois beaucoup plus à plein de petites actions au quotidien, dans la manière d'échanger avec son équipe, dans sa manière d'exprimer, plutôt qu'à des très grands discours une fois par an. Et puis voilà, tu vois. Mm. Moi, je crois beaucoup à la répétition au quotidien, à le répéter encore et encore, et à bien cultiver cette vision et ces convictions. Et pour la construire, je dirais pas qu'il y a je pense pas qu'il y a de méthode miracle en fait, ni même de méthode tout court. Pour moi, c'est quelque chose il y a une réflexion à avoir sur sa singularité, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux laisser finalement. Mm. Et il ne faut pas hésiter à nourrir cette vision, tu vois, en lisant des livres, en écoutant d'autres entrepreneurs, d'autres podcasts, comme tu le fais très bien. Tu vois, il faut se nourrir de beaucoup d'éléments aussi. Ouais, puis se faire accompagner aussi. Et effectivement, se faire accompagner, Mm, ouais, ça c'est mm, hyper important. Je remercie beaucoup effectivement ma coach Blandine Sebayotte, qui m'a beaucoup aidé dans cette période-là aussi. mm. Ouais. Et moi, si je retenais un mot de notre conversation, ça serait la conscience. Tu l'as beaucoup exprimé et aussi bien de mettre de la conscience sur soi, que dans l'entreprise. Enfin, tu vois, c'est aussi ce que tu disais sur les clients de Bonne Gueule, Oui, finalement. Bonne Gueule leur permet de mettre plus de conscience dans leur façon de consommer, dans leur environnement, mais finalement dans leurs besoins pour être heureux, pour devenir de meilleurs humains. ouais, tout à fait. Et puis la singularité. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait besoin d'ajouter à notre conversation, Benoît, pour qu'elle soit complète? Oh. Pour aujourd'hui, en tout cas. Pour aujourd'hui, je pense qu'effectivement, je pense que la société irait mieux si tous les entrepreneurs se lançaient dans une pratique spirituelle. Hmm. Donc, que ça soit du yoga, la méditation, enfin, bon, il y a plein de trucs, hein, mais je pense qu'effectivement, pendant longtemps, en tout cas en France, j'ai le sentiment qu'on a un peu opposé une pratique spirituelle comment dire, un pragmatisme entrepreneurial. Hmm. Qu'est-ce que Euh, ça apporte pour toi, la pratique spirituelle? c'est tout, mais c'est ce que tu viens de dire, c'est la question de la conscience. La conscience, ouais. Hmm. Le fait de devenir un meilleur humain, de devenir donc un meilleur leader, Hmm. d'être un peu plus inspirant, de mieux se connaître, etc. Ouais, donc pour moi, effectivement, la pratique spirituelle, elle est importante. Mais il faut pas Et la... comme on a conscience que tout
tout notre monde intérieur a un impact sur l'extérieur, Ouais, c'est là que ça devient important. exactement. Mais bon, tu vois, si comment dire, si on fait une pratique spirituelle en se disant ça va me permettre d'être plus productif et d'être plus performant et d'avoir une entreprise plus performante, tu vois, on retombe Mmh. dans le stade orange de Ken Wilber finalement, Mmh tu mh. vois, où tout ce qui compte, c'est l'efficacité et la productivité, alors que au contraire, si une pratique spirituelle, elle doit le faire dans un but, je pense, de mieux se connaître, de mieux s'explorer, de mieux s'élever. Et il ne faut pas Ouais. avoir peur de ces mots-là. Lire un livre pour moi, lire un livre sur la philosophie ou lire du Ken Wilber, tiens, justement, vu qu'on en parle, pour moi, Mmh. c'est une pratique spirituelle, tu vois? Mmh. Oui, bah oui, bien Et sûr, puisque c'est donc, une pratique de conscience, quoi. voilà, Ça met de la conscience. exactement, mettre de la conscience sur qui on est et sur ce qu'on fait. Mmh. De Magnifique. de toute façon, dans le monde dans lequel on va, on n'a pas le choix que de devenir des entrepreneurs, plus conscients d'eux-mêmes pour être plus consci pour qu'ils aient plus de conscience envers le monde qui les entoure, envers la nature, envers l'humain. Enfin, pour moi, Ouais. c'est un devoir moral en tant qu'entrepreneur, en fait. Bah, je suis bien d'accord avec toi. C'est notre mission, en fait, de mettre plus de conscience. Parce qu'en fait, finalement, moi, je dis qu'on est les premiers leaders spirituels. Alors, je m'inclus dedans, même si je suis toute petite par rapport à Bonne Gueule et à la plupart de mes invités. Mais je m'inclus dedans parce que, comme tu le dis, c'est un devoir, en fait. C'est un devoir de contribution. Et, et j'ai totalement oublié ce que je voulais dire. Ça m'arrive très souvent, ça. Ça m'arrive très, très Tu souvent. sais, j'ai mon cerveau qui était déjà parti ailleurs. Et du coup, Exactement. Ouais, je vois très bien, je vois très bien. tu vois. Pas de Enfin souci. voilà, voilà. Donc c'est tout à fait, voilà, j'ai tout à fait cette vision-là et euh, de mettre plus de conscience. Et oui, c'est ça, c'est que en tant qu'entrepreneur, on crée des entreprises, on soutient leur expansion, mais en servant des valeurs spirituelles. Et c'est pour moi, c'est ça aussi les entreprises du futur. Ouais, et c'est bon, et je pense que ce qu'on dit, ça peut se mettre beaucoup de pression, je dirais, à des entrepreneurs, et c'est pour ça que je pense qu'aussi, il y a des moments, c'est important de se foutre la paix, et tu vois, l'entrepreneuriat, c'est souvent, je trouve, il y a toujours des injonctions à la perfection un peu partout. Ouais. Mm. Tu vois, que ça soit de la part de tes clients qui trouvent que: «Ah oui, mais tel produit, ceci, cela. Là, sur le Mm. site internet, il y a telle erreur, machin, c'est pas à jour, ceci». On est attendre en disant: «Oui, mais on pourrait mieux faire ceci», et cetera, et souvent, c'est très juste, et d'un autre côté aussi, il faut savoir se dire: «Bon, on est quand même déjà, on avance bien, tout n'est pas parfait et c'est OK, c'est normal, et on continue à avancer, à s'améliorer», mais il faut pas se sentir trop nul parce qu'on se dit, que tout n'est pas parfait. Il faut avoir un peu de compassion envers soi-même, on va dire. Mm. Exactement, exactement. Magnifique. Bon, évidemment, on pourrait continuer encore très longtemps, je pense, toutes ces conversations, Benoît, et ce serait avec grand plaisir. Idem, idem, idem. Peut-être peut-être qu'on fera une deuxième partie de cette conversation. Réclamez-le si vous voulez que Benoît revienne et posez vos questions si, voilà, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse ensemble. Avec plaisir. Euh, j'ai juste trois petites questions pour terminer. Est-ce que tu as encore un petit peu de temps devant toi? Oui, bien sûr, dis-moi. Quelles sont tes actualités ou plutôt tes priorités pour ces prochains mois? Alors, les priorités, il y a, le recrutement de la personne qui va remplacer Geoffrey. Mhm. Ça, c'est important. Il y a toute la partie produit, on est un petit peu en retard sur l'hiver 2023. C'est pas dramatique, hein, mais il faut voilà, avoir une belle collection de l'hiver 2023 qui va arriver, bien Mm. peaufinée. Justement, en parallèle, bien commencer le printemps-été de 2024. Donc, Ouais, en fait, l'événement qui vont arriver en boutique à partir de janvier 2024. ouais. Donc, bien anticiper, bien commencer ça sur des rails, et continuer à mettre encore plus de plaisir dans le processus. Ça, c'est hyper important Mm. parce que s'il y a pas de plaisir à travailler, il y a pas de plaisir tout court, et nos clients, ils le ressentiront, et plus personne n'aura envie de venir chez nous. Donc, Mm. continuer à cultiver du plaisir.
Il y a des enjeux aussi d'organisation chez nous en termes d'équipe, en termes de rôle aussi, il faudrait que je me penche un peu dessus. Et voilà, j'aimerais bien me remettre aussi sur les sujets de contenu. Mhm. Voilà, je pense que c'était comment dire, des sujets sur lesquels je m'étais un petit peu comment dire, éloigné Mhm. à cause parce qu'en 2022, il y avait plein de problématiques à gérer. Et là, j'aimerais bien revenir un peu plus près des équipes et plus échanger avec eux sur nos contenus. Mhm. Ok. Et puis voilà, il y a la partie outdoor aussi qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais bien commencer à développer chez Bonne Gueule. Et ça, j'aimerais vraiment bien réussir comment dire, cette diversification, ce nouveau chantier, ce nouveau projet. Hmm. Donc voilà, voilà. Puis bon, ensuite, toutes les priorités classiques liées à un business, sur la trésorerie, le financement, le recrutement, etc. Hmm. Et la priorité pour toi? Euh, mon, mon intention 2023, après expérience et rencontres de 2022, mes deux mots pour 2023, c'est recovery et équilibre. Hmm. Ok. Voilà, donc on va essayer Tu d'honorer ça. reviendras peut-être nous raconter ça Je vous dans ferai plus quelques mois. je vous ferai un petit bilan. Euh, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast, Thomas? Écoute, je dirais, bon, Alex, il est déjà passé. Là, au vu de notre discussion, je me dis que Bruno Marion, c'est mon ami qui est conférencier dans les théories du chaos, qui se définit comme étant un moine futuriste. Ouais. Ah Donc, bah, avec plaisir de le recevoir. ouais, en plus, il passe super bien. C'est un speaker, donc il est hyper impactant. Il parle super bien et surtout, il a des idées hyper intéressantes, hein. C'est lui qui m'a fait découvrir Ken Ouais. Wilber, excuse-moi, je suis un peu fatigué. Ken Wilber, notamment, donc c'est lui qui m'a fait découvrir tout cet univers-là. Ouais. Donc, il est très avancé sur pas mal de réflexions. Puis, c'est un ami très proche. Ben, c'est quand on m'a changé de pacemaker en fin juillet, et de sonde, c'est chez lui que je suis parti à Paris. C'est chez lui que je suis parti et passer les nuits après l'opération pour me remettre sur pied. Donc, D'accord. c'est vraiment une personne qui compte beaucoup pour moi et je trouve qu'il n'est pas assez souvent interviewé. Ok. Mais écoute, avec plaisir de le recevoir. S'il en a envie aussi. Ouais, ouais, c'est une bonne question, effectivement, s'il en a envie. Et, et avec quoi, toi, tu repars de notre conversation? Eh bien, avec plus de conscience sur le mot conscience, justement. Le prochain niveau de conscience. Exactement. Moi, j'aime bien, tu sais, je me rends compte que pour revenir sur le big why spirituel, peut-être que ton big why spirituel, ça pourrait être la conscience ou l'amour, je sais pas, faudrait creuser, tu vois. Mais je me suis rendu compte que ces notions de conscience ou d'amour avaient plusieurs niveaux de fréquence vibratoire. Et donc, c'est comme si à chaque fois, tu vas s'autoriser le prochain niveau, c'est s'autoriser à recevoir une nouvelle fréquence, en fait. Euh, donc voilà, peut-être que cette conversation te permet ça, tu vois, de recevoir un nouveau niveau de fréquence vibratoire de cette notion de conscience. Ben, je l'espère, en tout cas. J'espère fort. Hmm. Et puis voilà, en tout cas, que tous les auditeurs. Alors, si les auditeurs veulent te contacter pour t'envoyer des témoignages de cette conversation, te poser des questions, si tu es d'accord pour ça, bien évidemment, Bien sûr, bien sûr, bien quelle est sûr. la meilleure façon de te contacter, Benoît? Ben, mon Instagram personnel, donc Benoît enfin Benoît, le prénom Benoît et W-O, tout attaché. Ouais, Donc, mais s'ils tapent mon prénom et mon nom de famille, Benoît Vochtanka, Instagram, ils vont me trouver sans problème. ouais. Et puis de toute façon, je le mettrai dans la description du podcast. Voilà. Ou sinon, ils peuvent envoyer un message sur Bonne Gueule, par mail, par Instagram, et mes équipes me le transféreront. Ouais, et puis vous pouvez aussi aller lire l'article bilan 2022. Ouais, dans les Et commentaires, effectivement, dans les ouais, dans les commentaires. commentaires. Ouais, Dans les tout commentaires à fait. dans les commentaires de cet article, vous pouvez poser toutes vos questions aussi. Il y a vraiment, dès qu'il y a un commentaire qui me concerne, mon équipe me le transmet et j'y réponds personnellement. Hmm, magnifique. Un grand, grand merci, Benoît, Ben, je t'en prie, c'était un plaisir, Ombline. et à bientôt. À bientôt.
Waouh! J'ai eu tellement de plaisir à créer cette conversation avec Benoît et à élever son message. J'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire, que ça vous amène au-delà de vos perceptions avant d'avoir écouté le podcast. Et bien évidemment, ce podcast n'existe pas sans vous. Donc merci de partager à vos amis entrepreneurs simplement en envoyant le lien par WhatsApp, en taguant Benoît et moi sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram, ou simplement en m'écrivant à ombeline@nous.cio. Si vous sentez l'appel de travailler avec moi, vous avez toutes les informations sur le site nous.cio, nous.ceo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.